Vous avez un projet immobilier, vous voulez en savoir plus sur l'évolution des prix, les conditions d'emprunt, ça tombe bien, nos experts sont là pour ça. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo, qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui, deux invités complémentaires, deux experts, pour décrypter avec nous l'évolution de ces marchés immobiliers. Yann Géano, bonjour. Bonjour. Président du réseau La Forêt France. Fabien Nefinck, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur général délégué de Crédit Logement. Alors, avant de voir plus en détail vos indicateurs, j'ai envie de vous demander en introduction, que ce soit en matière de vente, en matière de transactions, en matière de demande de crédit immobilier, l'activité des marchés est-elle repartie et si oui, à quelle vitesse? Yann. Alors repartie, c'est peut-être un grand mot. La courbe a changé de sens. On voit des acquéreurs qui reviennent de nouveau, qui réactivent des projets qu'ils avaient mis en pause sur fond de baisse des prix, lente baisse des prix, mais baisse des prix, sur fond de baisse des taux également, et en découvrant que les banques aujourd'hui ouvrent de nouveau le robinet du crédit. Donc ça permet une légère relance sur ces 3-4 premiers mois de l'année. Très bien. Fabien. Bon, je partage complètement ce constat de point d'inflexion. Finalement, on est sur un marché aujourd'hui qui reprend progressivement des couleurs. Il faut savoir qu'on avait quand même connu une année 2023 particulièrement difficile et surtout un second semestre où, si on parlait un peu crûment, on a atteint un peu le fond de la piscine puisqu'on revenait au chiffre de 2008 en fin d'année 2023. Donc là, on voit ce point d'inflexion. On a eu un mois de janvier encore un peu compliqué. Et là, depuis, on sent quand même que la demande est de nouveau là. Très bien. Alors, on va voir justement déjà vos indicateurs et puis on évoquera la politique du logement, évidemment le crédit, les durées d'emprunt. Tout d'abord, Yann Géano, vous avez réalisé avec Opinionway un baromètre sur les Français et l'immobilier. C'est la 5e vague. Y a-t-il déjà toujours une appétence des Français pour l'immobilier ? Oui, 5e édition en effet de ce baromètre réalisé avec le concours d'Opinionway. Et on découvre, sans trop de surprise finalement, que les Français ont toujours cette brique dans le ventre et l'intérêt pour l'immobilier, que ce soit pour une résidence principale, pour de l'investissement locatif ou même pour de la résidence secondaire. Des intentions d'achat qui sont en hausse de 2 points par rapport à la dernière vague. Est-ce que là aussi ça traduit quelque chose ? C'est tout à fait en ligne avec ce que l'on enregistre dans nos agences, la progression du nombre de projets et du même ordre à fin avril, plus 2% d'acquéreurs dans nos bases de données par rapport au 31 décembre de l'année précédente. Donc on ressent bien ce regain d'intérêt pour la pierre. Pour le type de bien, 55% privilégie l'ancien et 45% le neuf. Et puis, l'immobilier locatif est toujours plébiscité, y compris chez les primo-accédants. Alors maintenant, un coup de projecteur, Yann, sur les indicateurs du réseau La Forêt. Tout d'abord, l'évolution justement de la demande. Alors une demande qui se ressaisit, plus 0,9% au niveau national. Alors pas partout, on le voit sur les chiffres. Il y a le cas particulier de l'Île-de-France qu'on pourra aborder peut-être un peu plus tard. Mais globalement, en effet, deux catégories de Français, ceux qui relancent les projets mis en pause et ceux qui initient de nouveaux projets et qui se disent qu'aujourd'hui, peut-être le contexte l'aurait plus favorable. Alors c'est là où on voit plus 0,9%, on va dire que la reprise elle est plutôt timide, hein, mais bon, il y a quand même cette reprise. Elle est symbolique, ouais. Mais elle est là en tout cas. Sur l'évolution de l'offre. Alors l'évolution de l'offre, c'est plutôt un chiffre mécanique. On a des ventes qui se sont calmées quand même depuis 2023. On a des délais de vente qui se sont allongés également fortement en 2023. Donc forcément, lorsque l'on prend une photo à un instant T de son stock de biens à la vente, on en a un peu plus. Mais c'est mécanique. On reste quand même dans un marché de pénurie de logements. Quasiment quand même 5% de plus qu'à la même période l'an dernier. À noter que près de 14% des biens mis en vente sont des logements énergivores classés F et G. 14% F et G, 18% l'année dernière. Donc on ne constate pas de mise en vente massive de ces logements énergivores sur le début de cette année 2024. Le volume des ventes, alors vous parlez de frémissement, d'un semblant de reprise. Par rapport à l'année dernière, évidemment. Oui, ça frémit. C'est pas encore l'ébullition, évidemment, mais là encore, on voit cette pente
qui changent de sens. On est dans le positif avec des transactions à la relance. Alors après un premier mois de janvier, on l'a évoqué, plutôt difficile, plutôt calme. Février, mars, très porteur, et avril également dans la continuité. Donc on n'est pas sur des niveaux qu'on a connus sur les années 2021-2022, mais il semblerait en tout cas qu'on rencontre une forme de reprise. Alors, à propos de reprise, justement, alors on peut se dire 0,5%. Bon, ça évolue pas tellement. Par contre, à Paris, plus 6%. Oui, c'est un marché c'est tiré Paris. Absolument, un marché qui s'est régulé depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que les prix parisiens reculent. 2 ans que la hiérarchie des prix également s'installe de nouveau. On était auparavant presque sur un prix unique, pas loin des 11 000 euros du mètre carré. Et aujourd'hui, on voit que l'ouest parisien est entre 9 000 et 10 000, que l'est parisien est entre 7 000 et 8 500, et le centre de Paris au-dessus de 11 500. Alors justement, sur l'évolution des prix, alors donc on le voit notamment à Paris, la capitale, il y a beaucoup plus de ventes, les prix sont en baisse, et ça partout, on le voit à travers votre réseau, on le voit sur les résultats des contrats, des actes authentiques de vente des notaires, c'est général. Au niveau national, moins 1,3% de baisse, c'est pas énorme, mais bon, est-ce que, en tout cas, ça se traduit, c'est quelque chose qui est pérenne selon vous ? Alors, il y a quelques semaines, je vous aurais dit oui, puisque c'est moins 1,2% de baisse des prix, c'est sur le premier trimestre de l'année. Et puis le mois d'avril a semble-t-il, marqué en tout cas un tournant. Les prix ne reculent que de moins 0,1%, pour ne pas dire qu'ils ne bougent pas en France. Évidemment, on a plus d'acquéreurs. Évidemment, le coût de l'argent s'est affaibli, donc les vendeurs sont moins enclins à faire des efforts. Et puis, côté évolution globale des prix, c'est encore le grand écart. On va se retrouver avec un recul des prix à Paris, moins 2,4% à Bordeaux, par exemple, Strasbourg également autour de 2%, et Nice, Marseille, qui continue doucement de progresser. Mais on est quand même globalement sur une tendance de recul des prix. Sur les délais de vente, où en est-on ? Alors, c'est quasiment stable, sauf en Ile-de-France, qui est la région, la grande perdante en tout cas des arbitrages. On a vu le prix de l'immobilier en Ile-de-France gonfler fortement, avec des Parisiens qui ont quitté Paris pour intégrer la première couronne, des habitants de première couronne qui se sont orientés vers des projets en deuxième couronne avec de plus grandes maisons, et forcément les prix de l'immobilier, des logements avec terrasse, des maisons individuelles ont gonflé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un moment où finalement les Parisiens restent à Paris, et ce sont les acheteurs, les acquéreurs locaux qui font le marché. Donc des prix qui baissent en Ile-de-France, moins d'intérêt pour les projets immobiliers, et puis surtout un allongement des délais de vente de 8 jours. On vend aujourd'hui aussi rapidement dans les régions qu'en Ile-de-France. Donc certainement des arbitrages encore assez forts sur l'Ile-de-France dans les mois qui arrivent. Et puis on discute de plus en plus, les négociations, les marges de négociation sont assez importantes. Marge de négociation à plus de 5% au global. Ce qui est surtout important, c'est qu'en 2023, 6 logements sur 10 étaient négociés. C'est-à-dire qu'entre le prix initial de vente et le prix acté pour 6 sur 10, il y avait une négociation. Sur le premier trimestre, c'est plus de 8 sur 10 qui sont négociés. Donc les acquéreurs sont offensifs. Attention tout de même à ne pas être trop offensif et à ne pas laisser passer le bien dans ton rêve sous le nez. Et vous l'indiquez, 80% des biens vendus ont fait l'objet de négociations, sauf évidemment les biens, on va dire, sans défaut, dernier étage, la belle terrasse, en front de mer. Là, ça ne bouge pas. C'est pas négociable, et on est même parfois sur des hausses. C'est un phénomène de rareté. En tout cas, c'est révélateur d'un marché un peu en transition, même si l'attentisme perdure. Yann, est-ce qu'en dehors des ventes contraintes, on va dire divorce, décès, déménagement, est-ce que les primo-accédants et les investisseurs sont présents, sont là ou reviennent ? Alors les primo-accédants aimeraient être là, ils ont toujours les mêmes difficultés d'accès au financement, avec les mêmes contraintes du HCSF, les mêmes contraintes d'apport. Je pense qu'on va en parler dans quelques instants. Les investisseurs, on va dire,
patrimoniaux qui veulent se préparer à une retraite, un complément de revenus ou un patrimoine à transmettre à leurs enfants sont toujours présents, mais les investisseurs les plus aguerris sont en retrait entre le gel de l'indice de révision, l'augmentation de la taxe foncière, la politique de rénovation énergétique, l'encadrement des loyers. Ils sont un peu en retrait du marché, ce qui fait que dans les plus belles années, on avait 27% des transactions qui étaient réalisées dans le cadre d'un investissement locatif. Aujourd'hui, on est à moins de 20%. Certains attendent la baisse de prix. Elle va continuer, elle va perdurer selon vous, et dans quelle mesure ? Alors, je ne sais pas si elle va perdurer. Les ajustements vont se poursuivre. En effet, les logements qui avaient flambé au cours des dernières années, et je pense notamment aux maisons, parce que si on voit que la demande se ressaisit fortement, à y regarder dans le détail, elle progresse de 7% pour les appartements, mais elle recule de 4% pour les maisons. Une maison, c'est une enveloppe financière plus chère en termes d'acquisition initiale. C'est un coût d'entretien également plus élevé. Donc sur les maisons, il y a fort à parier qu'il y aura un retrait des prix encore plus marqué. D'accord, c'est à suivre. Alors, financement, acquisition, emprunt, crédit, Fabien Neuffinck, Crédit Logement. Production de crédit, où en est-on ? Alors, sur le premier trimestre 2024, c'est là où on voit qu'il y a ce point d'inflexion. C'est-à-dire qu'on est sur un marché qui s'est stabilisé. On voit au niveau notamment des encours et des nombres de prêts qui sont demandés par les emprunteurs. On est vraiment sur une forme de stabilisation. Mais cette stabilisation cache quand même un élément rassurant. Un élément rassurant dans le sens qu'elle s'entend après un mois de janvier, comme on l'a mentionné, qui était particulièrement bas, particulièrement faible en termes d'octroi de financement. Et qui était dans la lignée de ce qu'on a pu observer au mois de décembre de l'année 2023. Donc on est sur cette forme de stabilisation sur ce premier trimestre, et nous ce qu'on anticipe quand même globalement sur l'ensemble de l'année, c'est plutôt un marché qui va progressivement rebondir avec un deuxième semestre qui sera beaucoup plus consistant que ce qu'on a pu observer et ce qu'on observera sur le premier semestre 2024. Oui, parce qu'on sort de moins 40% de crédit à l'habitat, oui. Notamment distribué l'an dernier. C'est vrai que c'était quand même assez inquiétant. Signe de reprise et signe de petit regain, le nombre de prêts accordés. Alors là aussi, c'est peut-être symbolique, c'est plus 1,2%. Tout à fait. On réaugmente, c'est vraiment ce point d'inflexion, on réaugmente en termes de nombre de prêts qu'on va accorder. Vous l'avez très justement mentionné, Olivier, c'est que l'année dernière, on fait un point très très bas, mais on fait encore une fois, et je le répète, un deuxième semestre qui est catastrophique, où on est vraiment dans une année où on pourrait se dire que c'est un élément de crise, où on a vraiment atteint des niveaux plus que faibles en termes d'octroi de financement. Les taux d'intérêt, les fameux taux d'intérêt. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Alors ça, c'est le côté très positif sur le marché aujourd'hui, c'est que et qui va un peu plus vite que ce qu'on avait pu anticiper par ailleurs. En fin d'année 2023, on termine l'année sur un taux d'intérêt qui est autour de 4,20, toute durée confondue. Depuis le début de l'année, on perd à peu près 10 points de base par mois en termes d'évolution des taux d'intérêt. Et si on regarde les taux d'intérêt à fin avril, toute durée confondue, on est aujourd'hui à 3,80 en termes de taux d'intérêt. Ces moins 10 points de base, on les par mois, et donc cette baisse des taux d'intérêt depuis le début de l'année, on l'observe sur toutes les durées et on l'observe également sur toutes les typologies d'emprunteurs. Et ça également, c'est un élément très favorable pour l'évolution du marché. Donc 3,80, vous nous dites en moyenne, au mois d'avril. On avait atteint un point haut en novembre dernier, novembre 2023. Depuis 4 mois de baisse, pas énorme, mais quand même, ce qui redonne, on va dire, un peu confiance, autrement à ceux qui scrutent à la loupe l'évolution des taux d'intérêt. On était à 1,06 en décembre 2021. Oui. Quelles seraient les raisons objectives d'un retour à des taux, si on peut rêver, à 1%? Est-ce que c'est possible? Oui, non, je pense que ça, il ne faut pas trop parier sur un retour sur des taux à ceux qu'on a pu observer dans les années, on va dire, entre 2017 et 2021, où on est redescendu à des niveaux très très faibles. Je pense que ça, il faut l'oublier. Il faut oublier ces taux d'intérêt à ces niveaux ultra bas. Nous, notre prévision sur l'ensemble de l'année 2024, c'est-à-dire si on se projette à fin décembre 2024, on prévoit plutôt un taux toute durée confondue autour de 3,30, ce qui est déjà quand même une baisse relativement sensible. Certains observateurs évoquent 3,5, vous allez plus loin, vous dites 3,30%, ce qui serait déjà une bonne nouvelle. Oui, nous, Olivier, on est plutôt à 3,30 en fin d'année. Alors, même s'il ne faut pas trop surestimer, on va dire, la transmission des taux monétaires et les prochaines décisions de la Banque centrale européenne
sur l'évolution des taux long terme, parce qu'on sait très bien que ça répond à d'autres critères, le géopolitique qui se transmet par ailleurs sur la partie économique, également l'allègement des bilans des banques centrales qui a un impact majeur sur les taux d'intérêt à long terme. Il n'empêche qu'il y aura quand même un effet additionnel sur l'ensemble de l'année en termes de baisse des taux d'intérêt. Donc le 3,30, on est assez... Alors après, c'est toujours pareil, est-ce qu'on a une boule de cristal ou pas? C'est comme l'évolution des prix. Qu'est-ce qui se passera d'ici la fin de l'année? Mais je pense que le 3,30 devrait pouvoir être atteint. Et puis on va avoir une infographie très intéressante, c'est la capacité d'emprunt des ménages, et notamment la partie apport personnel. Fabien, commentaire. Alors, c'est un des points qui est très intéressant. On voit que c'est un marché quand même depuis plusieurs mois qui s'est quand même assez transformé. On a parlé beaucoup des taux d'intérêt qui ont beaucoup progressé l'année dernière. Ils se desserrent un petit peu cette année, mais ils avaient pris presque 200 points de base quand même. On était à 2,35 en fin d'année 2022, on est monté à 4,20. Et une augmentation de 200 points de base, c'est globalement, si vous vous mettez sur un prêt moyen de 200 000 euros à 25 ans, c'est 20% d'échéance en plus. D'accord. Donc on voit très bien que c'est très dépressif. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que l'augmentation des taux d'apport, qui est un peu une émanation, Yann en parlait, du HCSF quelque part, parce qu'à partir du moment où on a contraint les ménages dans leur financement, il est évident que les taux d'apport ont beaucoup augmenté, ont été positionnés à la hausse en tout cas. Et on voit que là, on prend premier trimestre sur premier trimestre, mais si on prenait l'année 2022 sur 2023, c'est 4 points de taux d'apport en plus qui ont été sollicités. Oui, on passe à 17%, on était à 14%, on passe à 17%. Et là, c'est 3 points, effectivement, d'un trimestre à l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'important. On estime que, finalement, l'augmentation des taux d'apport a eu un effet 4 fois plus important que l'augmentation des taux en termes d'évolution du marché. Donc, c'est quelque chose de très important à prendre en considération et qui n'est pas appelé, par contre, cet élément-là à se desserrer. Alors justement, transition quand même toute trouvée avec vos pistes à tous les deux pour relancer l'activité, en tout cas fluidifier le marché. Dans l'actualité, le projet de loi sur l'assouplissement des mesures relatives à l'octroi des crédits immobiliers a été finalement retiré cette semaine à l'Assemblée nationale. Un projet déposé initialement par le député Lionel Cos. Il était question de réformer le HCSF, le Haut Conseil à la stabilité financière. Des opposants à ce projet ont mis en avant un risque de surendettement des ménages, texte soutenu à Bercy mais critiqué par la Banque de France et la BCE. Donc le Haut Conseil, avec ses normes, ses préconisations, garde la main. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose, Yann? Non, c'est une mauvaise chose. Évidemment, les critères contraignants du HCSF sont pensés à un moment où le marché immobilier est en surchauffe. Et sont mis en œuvre à un moment où le marché immobilier est en pleine décélération. Donc aujourd'hui, on l'a évoqué, l'apport aujourd'hui pour une transaction immobilière moyenne, chez Laforêt, c'est de 240 000 euros, la vente moyenne toute France. Ça signifie qu'il faut un apport entre 30 et 35 000 euros. Donc il faut être capable d'épargner 30 à 35 000 euros quand on est jeune actif, quand on est un ménage modeste, primo-accédant. Ouais, si on n'est pas aidé par les parents. Évidemment, aussi, sans prêt familial, sans épargne familiale, ça va être compliqué. Surtout que le financement immobilier français est assis sur un système de taux fixe. Donc on n'a pas le risque du taux variable avec des ménages qui seraient dans l'incapacité de faire face à leur mensualité. Fabien, justement, sur HCSF, les normes. Sur HCSF, je partage totalement l'opinion de Yann. Je pense qu'on a d'une part fixé des normes HCSF à une époque qui est totalement différente de celle que l'on observe aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu quand même peut-être se poser la question de revisiter quand même ce normatif. Et puis dans un normatif, c'est toujours pareil, résumer une activité de crédit immobilier au travers de 2 ou 3 indicateurs, ça me paraît très compliqué. Donc on a un taux d'effort qui est fixé à 35% de manière, on va dire, non pas arbitraire, parce qu'effectivement c'est un taux qui classiquement est reconnu au niveau des établissements de crédit. Il faudrait plus prendre en compte le reste à vivre. Exactement. Ouais. Il est évident que résumer une activité, une solvabilité d'un emprunteur sur le seul critère du taux d'endettement, ça paraît peut-être très réducteur. Et je pense que prendre en considération de manière progressive des notions de reste à vivre aurait permis quand même de relancer un petit peu l'activité. Sur les durées, c'est un autre débat. On voit que les durées sont à un niveau très très long aujourd'hui. C'est aussi une résultante quelque part du HCSF. Si on regarde la durée moyenne, on en parlait tout à l'heure, elle est aujourd'hui à, on va dire, presque 21 ans,
Avant HCSF, c'était beaucoup moins quelque part. Donc on voit bien qu'on a eu une augmentation de la durée moyenne au niveau des financements. On a aujourd'hui les 2/3 des ménages qui empruntent à 25 ans. On n'était qu'à 48% en 2019. Donc on voit qu'on a eu aussi ces effets-là. Du côté de la forêt, Yann, les propositions en matière justement de capacité d'emprunt, de durée, quelles sont-elles ? Alors, on a parlé du taux d'effort qui impacte, du taux d'endettement plutôt, qui impacte évidemment également les investisseurs. Une deuxième catégorie après les primo-accédants qui sont totalement touchés. Aujourd'hui, un ménage qui serait en capacité, avec son reste à vivre, à investir dans l'immobilier, ne peut plus le faire. Donc les propositions, chez nous, elles sont assez simples. Pour les primo-accédants, le PTZ, qui est l'arme ultime pour aider les primo-accédants à accéder à la propriété. Est-ce qu'il va assez loin ? Parce qu'il est quand même limité au collectif dans le neuf et pas à la maison individuelle. Faudrait-il l'étendre ou pas ? Alors moi, je vais prêcher pour ma paroisse, je vais prêcher pour l'immobilier existant, l'ancien. Déjà, il a des contraintes géographiques, il est limité à des zones. Il y a des contraintes de travaux qui sont extrêmement conséquentes. Donc je pense que le PTZ gagnerait à lever toutes ces contraintes géographiques et de travaux dans l'ancien pour aider les primo-accédants à accéder à la propriété. Fabien, pour les primo-accédants. Pour les primo-accédants, on a effectivement, je pense que le PTZ a été un peu revisité puisqu'il y a eu une nouvelle tranche qui a été un peu améliorée. Mais je pense qu'il faut le revoir davantage en profondeur. Il faut revoir les seuils de revenus, il faut revoir les seuils d'opération, il faut revoir effectivement les seuils les zonages des zones. Il faut effectivement sur l'ancien, où là il faut qu'il y ait une part de travaux peut-être le lier davantage par ailleurs à la rénovation énergétique, ce qui aujourd'hui n'est que très très peu le cas. Donc je pense que sur le PTZ, il faut probablement une réforme de plus grande ampleur que celle qui a été mise en œuvre. Après, on a d'autres possibilités. On a le prêt à l'accession aujourd'hui qui n'est possible qu'au travers d'une hypothèque. Il faut probablement ouvrir, et là je prêche moi aussi pour ma paroisse, il faut peut-être l'ouvrir également aux sociétés de caution. On voit sur le BRS, le bail réel solidaire, là également, est-ce qu'il ne faut pas qu'on se dirige vers de l'intermédiaire également, et ce qui permettrait également d'ouvrir sur ces nouvelles formes d'accès à la propriété, quelque part, d'élargir un petit peu la population éligible. Vous parliez tout à l'heure, justement, Fabien, aussi de rénovation énergétique. J'en profite. Il y a un calendrier avec des biens ou des appartements ou des maisons classées G, donc les plus énergivores, qui devraient être interdits à la location au 1er janvier 2025. Faut-il revoir le calendrier, Yann ? Bien sûr qu'il faut revoir le calendrier. On sait qu'aujourd'hui, le financement de la rénovation énergétique ne fonctionne pas. Le reste à charge pour les ménages est trop conséquent. MaPrimeRénov' est raboté. On a vu la chute de la production, en tout cas de la demande de dossiers au premier trimestre. Donc là encore, on a des armes qu'on pourrait actionner. Le prêt avance rénovation, qui est aujourd'hui un prêt hypothécaire, garanti majoritairement par l'État, mais réservé aux plus modestes, pourrait également être ouvert. Et puis, à un moment où on parle de évacuer un peu ceux qui n'auraient pas le droit à un logement à loyer modéré, à un HLM, il va falloir se poser la question de savoir où les loger. Donc évidemment que cette date du 1er janvier 2025 pour les logements classés G, il faut la repousser au moins d'un an, sans parler d'une filière de rénovation énergétique qui est totalement sous-dimensionnée. Faut-il un statut du bailleur privé ? Comment redonner aussi confiance aux investisseurs privés, Fabien ? Ça peut être une piste, effectivement, pour essayer de relancer. Alors, ce n'est pas forcément le domaine sur lequel nous, on est le plus présent au niveau de Crédit Logement, mais ça peut être une piste, effectivement, pour relancer, l'activité immobilière. Yann ? Oui, c'est pour nous la piste prioritaire. Regardons ce qui s'est passé sur les 4 premiers mois de l'année. Quel message avons-nous adressé, en tout cas le gouvernement a adressé aux investisseurs ? Le DPE, pour les petites surfaces, on change la donne. MaPrimeRénov', on rabote d'1 milliard. On passe d'un bouquet de travaux à un monogeste. De nombreuses communes qui vont passer en zone tendue, donc qui seront éligibles également à l'encadrement des loyers. Les investisseurs aujourd'hui ont une boussole qui ne marque plus le nord, qui est complètement cassée. Ils ont besoin de lisibilité, de pérennité. Quand on s'engage sur un investissement, c'est pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. Et le statut du bailleur privé permettrait de graver dans le marbre le cadre fiscal, le cadre éco-responsable aussi d'un logement, sans qu'un investisseur, chaque année, au moment du projet de loi de finances, transpire à grosses gouttes pour savoir à quel
quelle sauce il va être mangé et comment il va perdre son avantage fiscal. Donc inciter plutôt que contraindre en tous les cas. Vos derniers bons conseils à tous les deux, à ceux qui se posent beaucoup de questions pour acheter, pour investir. Fabien. J'ai tendance à dire plus qu'un conseil, je rebondirai un peu sur ce que disait Yann il y a peu, c'est attention aux paris. C'est-à-dire que souvent on fait des paris, on parie sur la baisse des taux, on parie sur la baisse des prix. Or parfois ça ne joue pas forcément dans le même sens par ailleurs. Quand on a des baisses des taux, parfois du coup ça ne génère plus forcément la baisse des prix qu'on attendait. Et ça fait que les projets on ne les finalise pas. Donc je dis juste, quand l'immobilier, ça a été très bien dit, c'est un projet de long terme. Et il faut être très vigilant sur ces notions de pari où on pense toujours que l'herbe va être un peu plus verte dans quelques mois. Yann, en conclusion, oui. De concert, finalement, ça fait plusieurs années qu'on parle de deux catégories de vendeurs. Ceux qui sont dans la nécessité de vendre et qui se mettent au prix du marché, entre guillemets, et ceux qui sont opportunistes, qui ne sont pas nécessairement vendeurs et qui sont très loin du marché et qui ne vendront pas, finalement. Eh bien, on voit maintenant la même classification qui s'organise chez les acquéreurs, avec les acquéreurs qui sont prêts à acheter aux conditions du marché et ceux qui sont aujourd'hui bercés d'illusions avec une baisse des prix à 2 chiffres, avec des conditions de financement également à 1% et qui ne réaliseront pas leur projet. Donc, petit signal d'alerte aux acquéreurs, ne rêvez pas, soyez pragmatiques. Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour vos éclairages. Fabien Neufing, Crédit Logement, merci beaucoup. Merci Olivier. Yann Géano, Réseau La Forêt, merci. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.